Souleymane Niang. La bataille engagée par le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Après de nombreux recours gracieux aux plus hautes autorités administratives et coutumières pour l'assouplissement, puis la levée de l'interdiction du rapatriement des corps, le collectif a décidé de saisir la Cour suprême d'une requête en référé liberté. Anna Rocha. Environ 60 dépouilles de Sénégalais décédés de Covid-19 dans une trentaine de pays sont actuellement en attente de rapatriement. Les requérants réunis au sein d'un collectif ont mis en place un pool de 5 avocats pour déposer aujourd'hui une requête en référé liberté devant la Cour suprême de Dakar. De quoi s'agit-il concrètement? Maître Hassan Diomandiaye, l'un de ces avocats, explique. La loi organique sur la Cour suprême offre cette possibilité à tout citoyen qui estime d'abord qu'il y a urgence et ensuite qu'il y a violation d'une liberté fondamentale par une personne morale de droit public, en l'occurrence un État. Et aujourd'hui, il s'agit d'abord de demander à la Cour de déclarer cette mesure d'interdiction illégale, mais également d'ordonner toute mesure de sauvegarde de nature à permettre de façon rapide le rapatriement de ces corps. Le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 à l'étranger et leurs avocats estiment qu'il n'y a aucun risque à transporter ces dépouilles du lieu de décès vers le Sénégal. Tous les spécialistes vous disent que le rapatriement de ces corps ne sera pas de nature à engendrer un préjudice anormal et spécial. Et de la même manière que vous avez un protocole thérapeutique, vous avez un protocole funéraire avec les pompes funèbres. Donc tout sera mis en œuvre pour protéger ces corps et il n'y aura pas de manipulation à l'arrivée au Sénégal. Depuis le 15 avril dernier, le collectif s'active pour la levée de la mesure prise par l'État du Sénégal interdisant ce rapatriement. Depuis ce jour, aucune des correspondances adressées au ministère des Affaires étrangères puis au président de la République n'a reçu de réponse. Aujourd'hui, si la Cour suprême n'accède pas non plus à leur requête, l'affaire sera portée devant les juridictions internationales, selon Maître Hassan Diomandiaye. C'est un combat qui peut être très très long parce que ces familles ne sont pas prêtes à abandonner. Elles se disent qu'il n'est pas question qu'on achète des concessions mortuaires. Ça dit que vous n'avez pas une sépulture digne, éternelle. Si d'aventure la Cour suprême n'accède pas à leur demande, il va de soi que nous allons élever d'un cran ce combat et saisir des juridictions internationales. Nous avons également joint ce matin par téléphone le secrétaire général chargé des Sénégalais de l'extérieur. Moïse Sarr ne voit pas l'opportunité de s'exprimer là-dessus pour le moment, mais il appelle les membres du collectif à la retenue et précise que toute décision gouvernementale prise depuis le début de l'épidémie de coronavirus au Sénégal fait suite à une recommandation du Comité national de gestion des épidémies. Anna Rocha, les organisations de défense des droits de l'homme condamnent les violences exercées par des agents de la police sur des citoyens vendredi dernier à Thiaroye. Elles appellent les forces de sécurité à la retenue pour faire respecter le couvre-feu. La Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Amnesty Sénégal ont publié un communiqué ce matin. Écoutons le secrétaire général de la RADDHO, Sader Niass, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Il y a eu le vendredi 1er avril, après 20h, une intervention vraiment musclée de 2 agents qui étaient en civil dans une concession à Thiaroye pour arrêter un soi-disant récalcitrant. Donc voilà un peu comment les choses sont parties, en l'occurrence Omar Nying. Et nos organisations étaient aussi saisies de faits similaires à Touba, à Bambey et ailleurs. Et nous déplorons cette situation et demandons à ce que les interventions des forces de sécurité se fassent avec beaucoup plus d'humanité. Qu'il y ait quand même un visage humain à l'application de ces mesures. Que ce soit les mesures d'arrestation, d'intervention, d'arrestation de récalcitrants, d'intervention dans les concessions. Il faudrait aussi aller avec mesure pour dans le strict respect vraiment de la proportionnalité. Opposer une force inouïe de violence envers des personnes âgées, ce n'est pas acceptable. Et nous l'avons un peu déploré depuis quelque temps, depuis aussi le début de l'application de ces mesures, le couvre-feu. Donc, nous demandons aux forces de sécurité d'intervenir avec beaucoup plus de responsabilité et de mesures et que l'application effectivement de la force doit se faire de manière strictement proportionnée par rapport à l'opposition.
qui a été exercée. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en à présent au point du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. La maladie continue à gagner du terrain, mais à une vitesse moins grande que lors des 2 derniers jours. Et puis, le nombre de guérisons est très significatif. Écoutons le docteur Marie-Khémé Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. Ce mardi 5 mai 2020, sur 702 tests réalisés, 58 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,2%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 54 contacts suivis par nos services, 4 issus de la transmission communautaire et répartis entre Médina Dakar 1, Parcelles Assainies 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 11e décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la nation. À ce jour, 1329 cas ont été déclarés positifs, dont 470 guéris, 11 décédés, 1 évacué et donc 847 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle et recommande fortement et particulièrement aux personnes âgées, notamment celles souffrant d'une affection chronique, de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières. Et puis notez que les tests effectués sur 40 agents de l'hôpital Roi-Baudouin qui étaient en contact avec une patiente positive au Covid-19 sont tous négatifs. Guédiawaye compte à ce jour 35 cas de coronavirus, dont une dizaine issus de la transmission communautaire. À Louga, cela fait un mois, jour pour jour, que le premier cas de Covid-19 était enregistré. 30 jours plus tard, le bilan dans cette région. Dans cette correspondance d'Abraham Paul Pouille. En un mois, la région de Louga a enregistré 31 cas positifs. Sur les 8 districts de la région, 2 sont touchés, district de Louga et de Sakal. 30 cas pour Louga, 1 pour Sakal. À ce jour, sur les 31 cas confirmés de Covid-19, 22 personnes sont guéries, 8 personnes sous traitement, 1 décès enregistré. Actuellement, 157 personnes des cas contacts suivis sont en confinement, dont 139 pour la commune de Louga, 8 pour la commune de Sakal. Et pourtant, 368 personnes qui étaient en quarantaine ont été déjà libérées. Depuis le début de la pandémie, la région de Louga a eu 198 cas suspects et 1136 prélèvements effectués. La répartition des cas de Covid-19 montre que les hommes sont les plus infectés avec 64,5 contre 35,5% pour les femmes. La répartition montre toujours que les élèves sont les plus touchés, suivis des commerçants. Le 11 avril est le jour où la région de Louga a enregistré plus de cas positifs, 9 au total. La stratégie de riposte du comité régional est maintenant de dépister tous les voyageurs entrants, renforcer la communication sur les mesures barrières et les risques d'héberger un voyageur dont le statut n'est pas encore confirmé, rendre le port du masque obligatoire. Abraham Paul Pouille, Louga, Radio Futur Média. Un mot sur le volet thérapeutique. Des scientifiques sénégalais travaillent sur des essais cliniques sur le Covid Organix, qui est un remède à base d'artémisia utilisé par Madagascar. Ils vont remettre leur protocole au ministère de la Santé au plus tard demain. Écoutons à ce propos le professeur Daouda Ndiaye, membre du comité scientifique de la Task Force de lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé, à travers la direction du médicament, nous avait convié également en tant qu'experts et réunissant également d'autres spécialistes du médicament, les toxicologues, les pharmacologues, des immunologues, etc., statuer sur ce produit et voir comment faire en sorte que si le produit arrivait, qu'on puisse l'utiliser selon les normes scientifiques. Donc nous avions eu jeudi passé une réunion. Durant cette réunion, il m'a été également
demandé de partager le protocole que nous avions développé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, en vue de l'amender avec les experts où il y avait encore des scientifiques, il y avait des spécialistes du médicament, des pharmaciens, il y avait également ceux qui travaillent sur les produits naturels, pour au-delà du Covid organique, qu'on puisse également même insérer des produits naturels sénégalais sous forme de phytothérapie. C'est ce que nous avions fait jusqu'à pouvoir préparer un protocole de recherche d'essai clinique qui permettra non seulement de dire qu'effectivement on va tester le Covid, mais sur des bases scientifiques très claires, sur la base d'un essai clinique organisé, encadré, pour les résultats qui probablement sortiront de ce test sur le Covid, mais également d'autres produits naturels, puissent être reconnus au plan national comme au plan international sous la forme de... Les scientifiques que nous sommes ont fini de travailler sur le protocole. On est en train de faire quelques réglages. Donc d'ici ce soir, je pense, ou demain matin ou plus tard, on va soumettre ça à la direction de la recherche du ministère de la Santé. Parce qu'à leur niveau également, il va falloir réunir les spécialistes de l'éthique, notamment du ministère de la Santé, pour voir les aspects éthiques et également la faisabilité. Conséquence de la propagation du Covid-19 à Fatick, le taux de fréquentation dans les structures sanitaires a beaucoup baissé. Les populations ont désormais peur de se rendre dans ces structures. Cette situation est aussi une des conséquences de la pandémie. Selon les infirmiers, chefs de poste que nous avons rencontrés, certaines femmes ne viennent même plus pour la vaccination des enfants. Aminata Goudiaby. Le hall du poste de santé de Darussalam de la commune de Fatick est presque vide. Seul le personnel est présent, une ambiance inhabituelle selon l'infirmier chef de poste Alassane Ly. Il estime que la structure reçoit de moins en moins de patients. Tellement, moi je recevais 500 patients à la fin du mois, mais actuellement je ne suis même pas à la moitié. Même par rapport à la vaccination, certains disent qu'ils ne vont pas venir faire vacciner leurs enfants. Donc c'est un problème que nous devons prendre en charge. À Palmarin, situé dans l'arrondissement de Fimela, le même constat est fait. Le taux de fréquentation du poste de santé de la localité a drastiquement chuté ces derniers mois. Daniel Boissy est l'infirmier chef de poste de Palmarin. Par rapport au nombre de malades que nous recevons, le nombre a baissé. C'est une remarque qu'on a fait depuis la fin du mois de mars et même jusqu'ici, là où je vous en parle, je ne suis pas à 120 malades mercredi. Donc il y a le taux de fréquentation a baissé. Bon, en moins par jour, on pouvait recevoir 20 malades ou bien qui, mais aujourd'hui, peut-être 10, parfois 5. La pandémie du coronavirus a installé une certaine panique chez les populations. Elles ont de plus en plus peur de fréquenter les structures sanitaires. Elles préfèrent rester chez elles même quand elles sont malades, ce qui est un danger selon Alassane Ly. Peut-être qu'ils disent que si je me rends là-bas, donc on va me confiner pendant 14 jours. Il y a même un autre problème que nous rencontrons vraiment dans les consultations. À l'interrogatoire, les gens ils cherchent maintenant que si ils viennent d'une zone endémique, ils seront confinés. À l'interrogatoire, ils ne répondront jamais positif. Même souvent certains signes, comme la toux, comme ils savent que c'est la toux fait partie des signes, ils ne déclarent pas là. Alassane Ly est par ailleurs le secrétaire général du SUTSAS dans la région de Fatick. Il invite les autorités médicales à accentuer la sensibilisation pour un changement de comportement des populations. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Autre aspect de l'épidémie de coronavirus, les commerçants du marché central de Tambacounda ont tenu un sit-in ce matin pour réclamer la reprise de leurs activités. Ce mouvement d'humeur fait suite à la fermeture de ce marché par le préfet hier dans le cadre des opérations de déguerpissement. Le maire de Tambacounda plaide pour l'ouverture du nouveau marché aux poissons. Moussa Omar Gueye. Le député maire de Tambacounda, Mamba Lelo, est très remonté contre les autorités administratives et territoriales, le préfet et le gouverneur. Mamba Lelo décide à cet effet de signer un arrêté pour l'ouverture officielle du marché central aux poissons inauguré le 28 janvier 2019 par le ministre de la Pêche d'alors Omar Gueye, accompagné de maître Sidiki Kaba. Ce joyau qui a coûté à l'État du Sénégal plus de 250 millions CFA constitue la pomme de discorde entre le maire et le préfet de Tambacounda. Selon Mamba Lelo, il est inadmissible de faire déguerpir les marchands de légumes et marchands de poissons au marché central, les interdire d'effectuer leur petit commerce derrière le stade régional site communément appelé Seras et opposer un niet catégorique pour l'ouverture du marché central aux poissons. Le député maire de Tambacounda aurait entendu qu'il y a un contentieux entre le ministère de la Pêche et l'entreprise en charge de la construction du marché central aux poissons. Mamba Lelo, le député maire de Tambacounda, interpelle au plus haut niveau le président de la République, Macky Sall, pour un arbitrage afin que le marché central aux poissons puisse enfin être opérationnel au grand bonheur des consommateurs, même si les marailleurs se sont rangés du côté de l'autorité administrative. Une affaire à suivre. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. À Kaolack, la plateforme des organisations de la société civile sur les impacts de la pandémie dans la vie des populations rurales se dit préoccupée
préoccupés par la situation que vivent actuellement les populations du monde rural avec cette pandémie qui a porté fortement atteinte aux activités génératrices de revenus. Cette plateforme a remis un don au gouverneur de Kaolack et elle en appelle à renforcer l'élan de solidarité pour assister ces populations. Voici Mamadou Lamine, le porte-parole de la dite plateforme. Nous sommes venus aujourd'hui remettre notre contribution au gouverneur de Kaolack dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19. Les ONG de la place et la société civile des OSC ont tenu à marquer aussi l'événement en contribuant de manière assez significative à ce plan qui a été initié par le chef de l'État. Les ONG qui sont là actuellement, c'est la Caritas, c'est la RADO, c'est la SDES, la Professe, le CNCR, la Mutuelle Teranga et le COSEF, le réseau Sigil Jigéen. Nous avons tenu à apporter des vivres pour marquer notre solidarité parce que nous sommes dans des moments difficiles et il était de notre devoir de montrer que nous adhérons à l'appel du chef de l'État parce que nous allons peut-être dans des moments difficiles où les populations les plus défavorisées auront besoin d'être soutenues. C'est dans ce sens que ce geste est un geste de solidarité. Solidarité des ONG, des OS envers les populations qui sont affectées par le Covid-19. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Comme promis par le chef de l'État, l'aide à la presse a été libérée hier, 1,4 milliard de francs CFA distribués aux entreprises de presse à titre de subvention. Depuis hier donc, c'est le défilé au ministère de la Culture et de la Communication, mais beaucoup de grincements de dents. Certains ont retourné simplement leur chèque. En cause de la répartition de l'argent, le patronat de presse va animer tout à l'heure une conférence de presse à ce sujet. Mohamed Ali Mouba. Cette année, la répartition de l'aide à la presse n'a pas fait que des erreurs. S'estimant lésés dans la répartition de l'aide, certains n'ont pas hésité à cracher sur leur chèque. Mamadou Ibrakan, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse. Nous n'avons pas une vision de tous les montants qui ont été octroyés par le ministère de la Culture et de la Communication. Mais si, comme vous dites, certaines entreprises de presse ont refusé de prendre leur chèque, c'est que ce scandale, encore une fois, il faut dénoncer le fait que l'argent du contribuable sénégalais puisse être dépensé sans pour autant qu'il n'y ait de la transparence dans la gestion de ces fonds. Le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, appelle Ibrahim Ali Safaï, confirme ce qui ressemble à une voie de fait du ministère de tutelle. Il y a certaines entreprises qui ne veulent pas aller récupérer leur chèque et ont boudé. Il y a d'autres qui, ont simplement retourné leur chèque. Parce que si vous envoyez quelqu'un qui vous dit, par exemple, vous avez tant, ou bien qui n'a pas pu communiquer avec vous, qui amène le chèque jusqu'à la comptabilité, alors que vous, c'est pas ce que vous attendiez, vous dites simplement de retourner le chèque. C'est exactement ce qui s'est passé pour certains, en tout cas, que je connais et avec qui j'ai eu à communiquer. Pour Mamadou Ibrakan, ce qu'a fait le ministère de la Culture et de la Communication n'est rien d'autre qu'une rupture de consensus. Et donc, depuis hier, nous sommes vraiment étonnés. D'abord que le ministre de la Culture et de la Communication aille à contresens de ce que le président de la République a accordé au secteur de la presse. Ce n'est pas la première fois que des patrons de presse retournent leur chèque à l'envoyeur, exigeant la clé de répartition de cette aide, dont certains pensent qu'elle sert juste à entretenir de la clientèle politique au sein de certaines entreprises de presse. Restons avec la presse pour parler de la situation à l'agence de presse sénégalaise. 2 dames des chefs de service licenciés il y a 3 mois mènent le combat pour leur réintégration, mais elles déplorent des lenteurs dans ce dossier. Le directeur général de l'APS souligne que l'affaire est entre les mains du comité de médiation dirigé par le député Issa Sall. Nous allons dans un instant retrouver Amadou Sabarba qui nous fera le point sur cette affaire, ce dossier qui est donc pendant devant le comité de médiation dirigé par un député. Amadou Sabarba.
Yaye Fatou Mbayam Ndiaye et Fatou Diop Wade ont été licenciés par le directeur général de l'agence de presse sénégalaise pour faute lourde selon Thierno Birahim Fall. Cependant, elle déplore les lenteurs notées dans la médiation. Yaye Fatou Mbayam Ndiaye. Ça n'a pas évolué une seule fois. Si ce n'est des rencontres, des promesses, on a honoré tous nos engagements, les documents qu'on nous devait remettre et tout. On a mis les décharges avec nous, signés même par le secrétaire général du ministère et le directeur même en question. Mais donc, il avait demandé 3 jours pour amener les décisions. Mais un mois après, ils nous font savoir qu'il fait du dilatoire. Un autre dossier s'y est ajouté selon notre interlocutrice, des ponctions et des suspensions des salaires de certains agents. Cheikh Ndiaye de l'APS Louga nous a confirmé au téléphone qu'effectivement son salaire du mois d'avril est suspendu sans motif, dit-il. Une situation déplorée par l'ex-chef de service commercial et marketing de l'APS. Il y a un collègue qui était affecté même à Louga, qui a pris service depuis, qui m'a fait savoir que le vendredi, il n'a pas vu son salaire. Il a appelé, on lui a fait savoir que son bulletin est bien là, mais et que c'est le directeur qui a ordonné qu'on suspende son salaire. Même Bambakase, il est dans la même situation. Lui aussi, il est resté 3 mois sans salaire parce que c'est le directeur qui a voulu suspendre son salaire. Sur ces questions citées, le directeur général de l'agence de presse sénégalaise nous renvoie au comité de médiation dirigé par le député Issa Sall et de bonne volonté comme Mbaye Fallé. Thierno Birahim Fall précise qu'il n'y a aucune négociation et rappelle par ailleurs que la gestion des établissements publics et les directions nationales est autonome et relève du directeur général. Sur la suspension du salaire de Cheikh Ndiaye du bureau de Louga, Thierno Birahim Fall se veut clair. L'agent en question est sanctionné pour abandon de poste et un refus de procéder à une passation de service après constat d'un huissier. 2 mois après son affectation, la direction des ressources humaines de l'APS a décidé de lui couper le salaire. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour Souleymane Niang. Les forces de défense et de sécurité burkinabé accusées de bastonnade et menaces de mort dans un camp de réfugiés maliens. Une accusation portée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les détails avec Nafissa Toussila. Des actes jugés inacceptables par la directrice du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans un communiqué. C'est suite à de multiples attaques d'hommes armés contre les gendarmes et des transporteurs à une dizaine de kilomètres du camp de réfugiés maliens de Mentao. Les forces de défense et de sécurité burkinabé ont décidé de fouiller le camp de réfugiés pour rechercher d'éventuels complices. En procédant à cette fouille, les éléments du détachement militaire auraient bastonné plusieurs réfugiés maliens à coups de matraque, ceinturon et cordelettes selon des témoins. Plusieurs d'entre eux sont blessés et sont évacués à l'hôpital de Djibo. Et selon la représentante du HCR au Burkina Faso, sur les ondes de RFI, les forces de défense et de sécurité sont déjà entrées dans le camp par le passé. Cependant, les soldats auraient aussi intimé l'ordre aux réfugiés accusés de complicité avec les assaillants toujours non identifiés de quitter le camp dans les 72 heures sous peine d'être tués. Mais selon une source administrative locale, aucun ultimatum n'aurait été donné dans ce sens, mais que par contre, des réfugiés ont demandé à rejoindre la ville de Djibo. Des armes de guerre saisies à l'aéroport de Badolité, une province de la RDC. Il s'agirait d'un réseau de trafiquants qui alimente certains groupes armés centrafricains. Plusieurs personnes ont été appréhendées avec la cargaison. Amadou Savarba. L'avion a atterri la semaine dernière à l'aéroport de Badolite. C'est qu'après les formalités d'usage que les services aéroportiers ont alerté les renseignements militaires sur la présence de matériel de guerre dans un fret. De petites bombes ont été récupérées et environ 1500 munitions pour fusils d'assaut AK-47. Plusieurs personnes ont été interpellées sur place. Les premiers éléments de ces investigations ont conduit les services de renseignement vers une femme d'affaires qui serait, selon le gouverneur Isato Koloke, la plaque tournante d'un assaut qui s'étendrait de Kinshasa à la frontière centrafricaine en passant par Badolite. La dame, une certaine Florence Mongo, était également présente à l'aéroport pour récupérer le dit colis. Le gouverneur rapporte également que ces réseaux alimenteraient tant les bandits locaux, les coupeurs de route, que certains groupes armés de la RCA. La dame, qui ne serait pas à son premier forfait, a été transférée le week-end dernier à Kinshasa pour les besoins de l'enquête. Selon plusieurs sources, note toujours Radio France Internationale, quelques responsables de la compagnie aérienne Service Air dont l'avion a servi à transférer ce colis ont été brièvement interpellés jeudi dernier par les
renseignement militaire à Kinshasa. Beaucoup de questions sur les responsabilités supposées de la compagnie aérienne ou celles des hauts gradés des forces armées de la RDC restent encore sans réponse, mais une source au sein de l'état-major du général de l'armée informe que les enquêtes ne font que commencer. Au Burundi, la campagne pour la présidentielle bat son plein. Le scrutin, c'est dans un peu plus de 2 semaines, scrutin auquel le président sortant Pierre Nkurunziza ne participe pas. On assiste donc à un véritable duel à distance entre les deux poids lourds de cette élection. Le général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, présenté comme le favori du scrutin, et son principal challenger, Agathon Rwasa, qui surprend par sa combativité et sa popularité. Chaque candidat y va, Souleymane, avec sa propre stratégie. 2 Américains arrêtés pour tentative d'invasion armée au Venezuela. Ils font partie d'un groupe de 13 personnes qui ont été arrêtées. Le président vénézuélien qui les qualifie de mercenaires pour leur implication présumée dans une tentative d'incursion armée destinée, selon lui, à le chasser du pouvoir. Dans une allocution télévisée, Nicolas Maduro a directement accusé Juan Guaido. Pour le président vénézuélien, le leader de l'opposition a recruté des mercenaires des forces spéciales américaines pour tenter d'envahir le pays dans le dessein de renverser son gouvernement. Merci Barthélémy Ngom. Je vous en prie. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, encore news, l'actualité du Covid-19 en Afrique, au Sénégal et dans le monde. Avec vous, Youssouf Bodian. L'Afrique n'est pas très loin des 50 000 cas confirmés de Covid-19. Le continent a recensé 46 968 cas pour près de 1800 décès et un peu plus de 15 500 guérisons, soit un taux de 33%. Le Sénégal a encore enregistré un taux record de guérison en 24 heures. 55 patients sont sortis de l'hôpital. À ce jour, notre pays a un taux de guérison d'un peu plus de 35%. Nous restons sur le continent pour parler des pays les plus touchés par région. En Afrique australe, on retrouve le pays le plus touché sur le continent, l'Afrique du Sud, 7220 cas, 138 décès. L'Algérie reste le pays le plus endeuillé sur le continent avec 465 décès. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de refermer les commerces une semaine après leur réouverture. C'est en raison du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale selon les autorités locales. Justement, en Afrique du Nord, l'Égypte est le pays le plus touché par le coronavirus. 6 813 cas pour 436 décès. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria est le pays qui compte le plus de cas, 2 802 pour 93 décès. Malgré tout, le pays a débuté hier lundi un déconfinement progressif. En Afrique centrale, le Cameroun compte 2104 cas pour 64 décès. Et puis en Afrique de l'Est, Maurice est devant avec 332 cas et 10 décès. Nous restons dans cette partie du continent pour parler de la Somalie où un avion avec à son bord 6 personnes s'est écrasé hier dans le sud-ouest du pays. L'avion cargo privé kényan transportait du matériel dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au Tchad, sur les 117 cas confirmés de coronavirus, une trentaine concerne le personnel soignant. Il s'agit de laborantins, des infirmiers, des étudiants stagiaires et 5 médecins. Au Burkina Faso, la quarantaine imposée à une douzaine de villes va être levée ce mardi. Le président de la République, Roch Kaboré, a pris un décret en raison de la baisse du nombre de nouveaux cas du coronavirus dans le pays. Environ 600 personnes sont contaminées pour un peu plus de 40 décès. Le monde compte aujourd'hui plus de 250 000 personnes décédées à cause du coronavirus. Plus de 3 500 000 personnes sont contaminées à ce jour. Les États-Unis ont enregistré le bilan le plus bas de décès depuis début avril. Aujourd'hui, le pays compte plus de 68 000 morts. Le Royaume-Uni, avec 28 734 morts, devient le pays le plus endeuillé en Europe. Il est suivi par l'Espagne avec 25 428 morts. La France est en 3e position avec 25 201 morts. La Russie a enregistré ce mardi un nouveau bond de plus de 10 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures pour le 3e jour d'affilée. La Russie donc qui connaît la plus rapide progression de la pandémie en Europe. Derrière les chiffres se cache le drame social. Plus de 6 millions de personnes en chômage partiel au Royaume-Uni. Cela représente environ un 5e de la population active britannique. L'Espagne a recensé 282 891 chômeurs supplémentaires en avril, principalement dans le tourisme, après plus de 300 000 en mars en raison de l'impact de la pandémie du coronavirus. De son côté, l'OMS juge spéculatives sans preuve les déclarations américaines sur l'origine du coronavirus. Les dirigeants américains, dont le président Trump, sont convaincus que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.
Et puis TV5 Monde qui nous raconte l'histoire d'un tailleur sénégalais du 18e arrondissement de Paris. Pathé Ndiaye, avec son associé, a distribué 400 masques aux pompiers et aux habitants du quartier qui ont fait la queue devant sa boutique. Il donne donc gratuitement des masques réutilisables qu'il confectionne et qui peuvent être vendus jusqu'à 4 000 francs CFA à l'unité. Un beau geste de solidarité à la sénégalaise. RFM reportage. À présent, le reportage Ramadan du jour. Oumour Kalsoum Li nous parle de ce temps-là où des jeunes se retrouvaient pour servir du café Touba gratuitement aux passants à l'heure de la rupture du jeûne. Mais ça, c'était avant le Covid-19. Voici son reportage. Keur Massar, quartier Amdalaï 2. Dans cette place publique, des jeunes sont assis devant une maison de couleur jaunâtre. Ils avaient l'habitude en période de Ramadan de servir gratuitement du café Touba. Le jeune Ahmedine, habillé en djellaba de couleur blanche, regrette cette année l'absence de ces moments de partage. Vous savez, on avait l'habitude quand même de servir du café Touba aux gens du quartier lors du Ramadan, mais cette année, ça n'a pas été possible. Avec le coronavirus, ce n'est plus possible. Et ça fait quand même mal, un pincement au cœur. Hassan est footballeur. Il aimait profiter de ces moments pour servir du ndogu dans les transports. Vous savez, on prenait du plaisir à parcourir les ruelles du quartier pour servir aux jeunes du café Touba. Ce geste de solidarité nous manque beaucoup. N'empêche, on apprécie vraiment les mesures de sécurité. Le respect des règles d'hygiène et de prévention passe avant tout, selon Lamine Meng. Ce caroleur invite les gens à se fier aux décisions des autorités. On nous a interdit les rassemblements et on doit respecter les règles. Cela va de notre intérêt, même si ça n'arrange pas tout le monde. Avec la propagation rapide du coronavirus, ces jeunes ont préféré ranger les marmites de café Touba et rester à la maison, une manière de limiter les comportements à risque et casser la chaîne de transmission du coronavirus. RFM, la presse du jour. La presse de ce 5 mai, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Encore un décès hier nuit et de 11 pour le Sénégal. La liste macabre s'allonge, constate à manchette Libération, lequel confrère rappelle qu'un peu plus tôt, au lever du jour, un autre malade de Covid-19 avait succombé. Âgés de 58 et 74 ans, les deux malades habités à la Médina et à Dakar Plateau. Selon l'Observateur, le Sénégal enregistre 2 morts en 24 heures. Révélation sur une tragédie familiale, double deuil à la Médina à cause du coronavirus. Aram Sall pique une crise et meurt à l'annonce de la 10e victime du Covid-19. L'AS informe que la victime n'a pas supporté le coup du décès de son neveu. Le journal souligne qu'hier, la Médina s'est réveillée sur un pied de malheur. Et Bambafa, le maire de la Médina, n'avait que son regard pour constater avant de demander particulièrement aux jeunes de la commune de se conformer aux mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 2 décès en 24 heures, 89 cas, 6 patients en réanimation. Les chiffres de l'horreur exagèrent le journal Sosa. Dakar se taille la part du lion avec 49 nouveaux cas, dont 2 issus de la transmission communautaire détectés à la Médina, entre autres. Le journal Le Soleil met la pédale douce ce matin. Le confrère préfère mettre l'accent sur les aspects positifs de la lutte. En manchette, le confrère écrit 43 patients hospitalisés ont guéri en 9 jours. Mais le journal Tribune rappelle que 500 personnes restent tout de même en quarantaine à Dakar. Nous allons droit vers une réquisition du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tout comme du King Fahd Palace. Et quid de la prise en charge des malades dans les hôpitaux? Sud Quotidien parle de fortes disparités entre Dakar et les autres régions en moyens et en équipement. Les centres hospitaliers, les parents pauvres de l'épidémie. Et le confrère n'hésite pas à parler de détresse des hôpitaux face au Covid-19. Ce matin, le journal Enquête s'est entretenu avec un médecin interniste. Dr Alioune Blondin Diop donne son avis sur la lutte contre le virus. Pour lui, il faut préparer désormais la population à cohabiter avec le coronavirus. Commentaire de Vox Populi, qu'on nous laisse justement le coronavirus rien quasiment, répond le journal. Ce micro-organisme invisible à l'œil nu est pourtant plus vorace qu'un ogre, à croire qu'il dévore tout sur son passage s'il ne phagocyte pas tout bonnement nos vies. Les jugements sont ailleurs, il faut donc
donc se donner les moyens d'en finir avec ce virus. Enquête en tout cas parle de longue attente au sujet des mesures d'accompagnement de la crise économique. Le patronat veut voir l'argent promis par le président de la République. L'argent, justement, il y a malaise au sein de Force Covid-19. Le per diem de 3,5 millions par membre, source de discorde au comité de suivi, constate l'Observateur. Dans l'Observateur toujours, avec cette nouvelle, Macky Sall qui veut renflouer Médis, le fabricant de chloroquine, 5 milliards de francs CFA pour reprendre ses activités. Promesse ferme du chef de l'État. Dans le journal Les Échos, le contrat Sénélec-Akili, l'IGE, la RMP, l'OFNAC et la Cour des comptes est saisie selon le confrère. Les cadres de la Sénélec ont saisi les organes de contrôle afin que toute la lumière soit faite. Ils exigent aussi que les contrats signés soient fouillés de fond en comble. Toujours dans le journal Les Échos, Sadio Mané au Real et prochaine destination de Kalidou Koulibaly, les positions divergentes d'anciens Lions. Et la Youf, pour lui, Sadio doit rester à Liverpool. Koulibaly ne doit pas aller à Paris, mais dans un club anglais. Ferdinand Coly constate que le Real ne se refuse pas. Kalidou a besoin de nouveaux challenges. Moussa Ndiaye, Sadio peut bien percer au Real. Koulibaly a dépassé le championnat italien. Amdi Faye, Sadio doit rester. Aller au Real est un risque. Kalidou doit rejoindre l'Angleterre et éviter le PSG ou le Real. À la une du journaliste Stade quotidien en Première Ligue, les clubs se déchirent. Constate le confrère, 13 clubs favorables au projet de Restart. 6 s'y opposent. Il faut au moins 14 votes pour que le projet soit acté. Le top 6 fait du lobbying. 6 clubs envisagent de boycott, perdre près de 568 milliards de francs CFA. Attise les attentions à lire dans Stade quotidien. Dans le journal Record, Naples prévient Liverpool. Koulibaly, c'est 69 milliards ou rien. Et puis cette histoire, ce drame dans le quartier Yanatoul Mahwa de Touba, Maï qui verse une marmite d'huile chaude sur son mari qui priait, gravement brûlé. Ahmad Diallo interné à l'hôpital de Yanatoul. Maïmouna Diallo entre les mains de la police. Une banale dispute conjugale qui a dégénéré. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue. Nous parlons du Covid-19, comme vous pouvez l'imaginer. Et le thème du jour, comment faire face à la stigmatisation des personnes et des localités touchées par le coronavirus. Et pour en parler, nous sommes en direct et au téléphone avec le professeur Cheikh Mbacké Lo, agrégé de santé publique. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Lahbib Ndiaye, psychologue, président de l'Association sénégalaise pour le développement de la psychologie appliquée. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, Souleymane. D'abord, professeur Cheikh Mbacké Lo, est-ce une fatalité que chaque pandémie ou épidémie s'accompagne de stigmatisation, de doigts pointés sur des domiciles, des personnes, des regards obliques? Est-ce que les deux sont des corollaires, disons, consubstantiels? Oui, mais je pense que depuis l'Antiquité, depuis très longtemps, ces maladies infectieuses, surtout, en général, sont corrélées effectivement à cette stigmatisation. Et je pense que dans ce contexte où nous sommes, le contexte de Covid-19, quand on est porteur du virus, il y a tout ce contexte social, cet environnement qui rend la maladie d'ailleurs très difficile à gérer. Et vous savez, nous avons au Sénégal, le problème c'est le regard que la population porte. On porte un regard sur celui qui porte le virus. Et donc, c'est pour cela il faut effectivement arriver à déconstruire avec l'appui de toute la communauté, sur tous les leaders d'opinion. Mais avant d'en arriver à la déconstruction, quelle est la conséquence justement de cette stigmatisation sur la gestion purement épidémiologique? Voilà, parce que quand les personnes sont stigmatisées, et d'autres qui ont la maladie vont se réfugier pour ne pas être stigmatisés. Donc il ne faut pas déclarer la maladie. Et en ce moment, cette maladie, donc cette personne qui a le virus avec lui, va effectivement participer à cette propagation de la maladie au sein de la communauté. Et c'est tout, d'ailleurs, c'est ce qui explique la plupart du temps ces cas communautaires. Très bien. On reviendra à vous tout à l'heure. Lahbib Ndiaye, vous êtes psychologue. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes
quand il y a une épidémie, pour qu'on se mette à se pointer du doigt les uns les autres, à regarder de travers les gens, à surveiller le voisin, voire à stigmatiser toute une communauté, tout un village, comme c'est le cas actuellement à Sédhiou? Oui, comme vient de le dire le professeur, donc c'est un fait culturel. Là, on aime généralement, on a peur de la personne qui a attrapé une maladie, surtout que si c'est une maladie qui se transmet d'homme à homme, et peut-être même des fois quand les maladies laissent des séquelles sur les personnes. Or, ce n'est pas le cas. Et ici, on a un problème de déficit d'information des populations sur la maladie, sur les conséquences de la maladie, sur le fait que les personnes qui sont guéries de la maladie reviennent dans une situation dans une situation normale par rapport à ça. Les gens ont difficilement croient qu'une personne guérie continue d'avoir la maladie, a le pouvoir encore de transmettre la maladie, ce qui relève un peu de la peur qu'on a par rapport à la maladie. Par ailleurs, je crois que le ministère de la Santé, en relation avec des associations de psychologues, de travailleurs sociaux, est en train de développer un programme de prise en charge lié aux personnes affectées aussi par surtout les parents, le voisinage, etc. Et je crois qu'on doit continuer la campagne de sensibilisation, la campagne d'explication sur ce que c'est le Covid-19, sur les conséquences et comment faire les méthodes barrières pour éviter la transmission au niveau des communautés, et aussi montrer que, comme toute maladie, après la maladie, la personne doit revenir, reprendre son rôle social, reprendre son rang social, et je crois que c'est sans préjudice du fait qu'il avait contracté la maladie. Justement, le professeur Cheikh Mbakelo évoquait tout à l'heure la déconstruction justement de l'imaginaire populaire par rapport à ces maladies infectieuses, aux épidémies en général. Est-ce que vous avez des propositions justement en tant que psychologue sur la démarche, sur la manière justement de changer les comportements, d'abord en changeant les mentalités? Évidemment, la première des choses, c'est d'abord l'information vraie, c'est-à-dire expliquer aux populations comment la maladie se transmet, quelles sont les conséquences liées à la maladie, et ensuite, dans une seconde phase, montrer comment le processus de réintégration des personnes qui ont souffert de cette maladie. Quoi qu'il en soit, comme c'est une pandémie, les gens ont toujours tendance à penser que il y a beaucoup de facteurs derrière, des fois même des explications d'origine divine ou sociale, etc. Donc il faut amener les personnes à comprendre que c'est une maladie, comme n'importe quelle maladie virale, qu'il y a on peut en guérir, et quand on a guéri comme on aurait guéri de n'importe quelle autre maladie. Maintenant, ça doit être soutenu par vraiment une information à l'endroit des populations, une information vraie sur la maladie, et ne pas avoir peur de dire aux gens, dans leur langue, dans leur culture, que les personnes atteintes de Covid-19 sont des personnes guéries d'une maladie, comme si c'était le palu ou la grippe, etc. Alors, nous avons parlé de la stigmatisation du point de vue, disons, des coupables ou des bourreaux, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de cette stigmatisation. Parlons maintenant des victimes. Quelle peut être la conséquence d'une stigmatisation d'une personne ou d'une communauté au plan psychologique? Mais ça c'est grave, parce que ça peut mener, les conséquences sont graves. C'est le fait qu'aujourd'hui, cette communauté ou cette personne se sente un peu délaissée ou pointée du doigt par les autres, peut donner des sentiments de répulsion et peut amener des fois à exacerber les tensions sociales. Et je crois que ce n'est pas le lieu d'indiquer. Il faudra que tout le monde comprenne que cette maladie ne fait pas de distinction entre les communautés, entre les croyances, entre l'espace où vivent les gens. Donc, c'est une maladie, comme n'importe quelle maladie, qui se transmet si vous ne prenez pas soin de vous, de mettre les méthodes barrières pour éviter la transmission de la maladie. Et c'est le fait que
certaines personnes qui essaient de stigmatiser les communautés ne doivent pas avoir accès d'abord à la parole pour ne pas favoriser l'incompréhension qui pourrait résulter d'une mauvaise interprétation de l'infection qui est en partie très prépondérante dans une communauté que dans une autre, et des fois qui sont liés simplement à des problèmes purement d'ordre technique, c'est-à-dire que peut-être un groupe A prend beaucoup plus de soins par rapport à un groupe B, alors que tel n'est pas le cas. Merci. Voilà, donc il faudra éviter que des personnes qui ne sont pas qualifiées ou mal intentionnées puissent se saisir de cette occasion. Porter des rumeurs et stigmatiser des gens. Merci Lahabib Ndiaye. Le dernier tour de parole à vous, professeur Cheikh Mbacké Lo. En tant que médecin, vous avez déjà fort à faire par rapport aux épidémies, sur les aspects cliniques, thérapeutiques, etc. Si on vous y ajoute des dimensions stigmatisation, etc., comment vous gérez ça? Comment on peut intégrer les différentes démarches? Qui en a la responsabilité? Quel est le rôle du médecin dans cette œuvre, dans cette entreprise? Non, vous savez, quand on soigne un malade, c'est toute une équipe qui tourne autour derrière. Parce que pour moi, cette stigmatisation est un point du problème d'ailleurs, que les autorités sont en train de prendre en charge. Parce que les psychologues, les sociologues ont plus de responsabilités par rapport à la prise en charge de cette stigmatisation-là. Parce qu'il faut qu'on arrive à décomplexer tout cela et qu'on se dise que pour éviter la transmission communautaire, et c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que les médecins qui sont au chevet des malades. Ce qui les intéresse, c'est d'éviter cette transmission pour qu'il y ait plus de malades à leur niveau. Et il faut arriver effectivement à toucher par une bonne approche et une bonne communication de proximité tous les leaders, justement à la base, qui travaillent avec ces médecins de la communauté et arriver à en faire de vrais relais auprès de chacun. Mais pour cela aussi, il faut, et M. Lahabib l'a si bien dit, il faut que le message passe. Il faut aussi qu'il ait toute la bonne information de l'équipe. Parce que l'équipe travaille en synergie. Et c'est cela qui va permettre que la bonne information puisse arriver au sein de la population et qu'au-delà du fait qu'il faille se laver les mains, porter des masques, etc., qu'ils aient la bonne information qui leur permette vraiment de décomplexifier cette maladie. Donc une approche pluridisciplinaire et multisectorielle. Merci. Absolument. Merci à vous également, professeur Cheikh Mbacké Lo, agrégé de santé publique. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation en télétravail pour la plupart, mais également en présentiel. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 13h, le journal en Wolof qui sera présenté par Mamadou Mohamed Ndiaye. D'ici là, excellente suite des programmes. Tout de suite, Allô Présidence. Très bonne journée. Au revoir.